tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le deuxième ouvrage, Les larmes d'une répudiée, c'est le titre du roman de Yahya Youssoufa. Il est né le 26 octobre 1991 à Tara, Syrie, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bagno, chef-lieu du département de Mayo-Bagno, région de l'Adamawa. Après l'obtention de son baccalauréat A4 au lycée de Bagno en 2012, il poursuit ses études supérieures en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1, où il obtient la licence en 2015. 2 ans plus tard, il réussit au concours d'entrée à l'école normale supérieure de Bertois et sort nanti d'un DIPES 2. Passionné de belles lettres, il a été lauréat d'un prix international de poésie en août 2020. Actuellement, il enseigne la langue et littérature française dans un lycée à Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Il ne nous reste plus qu'à dire bienvenue à l'auteur. Le point littéraire, l'entretien. Yahya Youssoufa, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Foucault. On va s'abstenir de dire les messieurs. Nous avons fait en 2012 notre entrée à l'université parce que, il faut le dire, vous êtes un condisciple. C'est la même promotion à l'université de Yaoundé. Effectivement, j'aurais dû dire monsieur, Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques, oui. Mon condisciple. Alors c'est un plaisir de vous accueillir. Autrefois, on se regardait comme frères vers un seul objectif, avoir des diplômes universitaires. Aujourd'hui, vous êtes romancier. Alors, comment est-ce qu'on se sent dans cette nouvelle casquette, à côté de votre casquette d'enseignant, de professeur au niveau du secondaire? Bon, en fait, comment est-ce qu'on se sent dans cette casquette? Je dirais tout simplement qu'on se sent excité, enthousiaste. C'est une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, parce que l'écriture et l'enseignement, c'est 2 passions que nous avons en fait. Et donc il fallait absolument combler la deuxième passion, celle notamment des lettres. Alors, les larmes d'une répudiée. Ça n'a pas été facile quand même d'arriver à ce roman au final. Effectivement, mais c'est un roman qu'il fallait écrire. Pour quelle raison? Lorsqu'on parle des larmes d'une répudiée, justement, parce que la répudiation, elle est courante dans notre société. Et nous avons vu des femmes répudiées qui pleurent avec des complaintes amères. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas mettre ces histoires-là sur du papier, ces histoires qui sont plus ou moins réelles dans notre société. Je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre sur du papier? Pourquoi ne pas parler de ces femmes qu'on répudie du jour au lendemain, comme on veut, quand on veut? Je me suis dit qu'il faut parler de ces femmes-là, effectivement. On a souvent gardé le silence, d'après vous, sur ce phénomène qui est un phénomène suffisamment grave. Parce que la répudiation d'une femme dans les régions, par exemple, du Septentrion, arrive comme une forme d'humiliation, comme une forme de rabaissement de la femme. D'abord, cette dernière est chassée, telle une malpropre de son foyer. Le plus souvent, là, on parle du cas d'espèce du livre, d'un foyer polygamique, pour retourner à la maison, donc reprendre à zéro. Là, on a souvent gardé le silence, comme vous avez dit, mais il y a un écrivain nigérien, Wole Soyinka en l'occurrence, qui disait, je cite,
le silence d'un écrivain est plus meurtrier que l'épée d'un tyran. Chaque fois qu'un écrivain se tait, un homme meurt dans la société. Donc en tant qu'écrivain, lorsque nous prenons notre plume pour écrire, la première des choses à faire, c'est de fusiller, pas au sens propre peut-être, tout cet art-là qui tend à galvauder, qui tend à avilir la vie des hommes dans la société. Quand je dis la vie des hommes, je parle aussi des femmes. Voilà. Maintenant, est-ce que je devrais me taire? Non, je me suis dit qu'il faut écrire. Il faut sortir du silence. La femme est répudiée. La répudiation n'est pas peut-être mauvaise, puisque si dans un mariage on trouve que la femme n'est pas celle qu'il nous faut, on peut la répudier. Mais s'il faut répudier, est-ce qu'il faut violenter? C'est là où il y a problème. Voilà. Même s'il faut répudier, il faut quand même répudier avec dignité, avec honneur. Et là, je voudrais parler d'Emmanuel Kant, a dit la morale kantienne. Il faut que nous traitions toujours l'autre comme une fin en soi et non comme un objet, comme un moyen. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que, voilà, même s'il faut répudier, on doit quand même se garder de violenter ces femmes-là. Parce que nous avons une mère, nous avons une sœur, nous avons peut-être une fille. Il y a toujours une femme dans nos vies. Il y a toujours une femme. Est-ce qu'il y a un homme qui peut être fier de voir un autre homme violenter, bastonner sa maman, ou bien sa petite sœur, ou bien sa fille? Voilà. Et puis, donc, la répudiation, ce n'est pas... Ça peut être voilà, accepté ou acceptable. Mais même s'il faut répudier, il faut tenir compte de la dignité, de la valeur de l'être humain. La femme aussi est une valeur, elle est une dignité, elle est une liberté. Voilà. Alors, dans le cas présent du livre, on a un contexte bien précis. C'est une jeune fille qui n'avait pas du tout prévu d'aller en mariage. Elle y va très jeune. Et c'est après 15 ans de mariage, 15 longues années de mariage, que finalement, son mari décide, moi, je préfère dire de l'humilier de la sorte, c'est-à-dire la renvoyer. Et ça arrive après plusieurs renvois à la maison. C'est-à-dire qu'elle est partie, elle est rentrée chez elle, et au bout d'un moment, il a délivré finalement la lettre de répudiation. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, mais là, il faut peut-être revenir sur le contexte même de répudiation de Yasmine. Puisque j'étais envoyé dans un foyer polygamique. Je tiens à préciser que la polygamie n'est pas mauvaise. Je reviendrai peut-être plus tard. Oui. Voilà. Yasmine est la troisième épouse d'un vieil homme. Ce vieil homme qui est un peu froid, qui est un peu cynique, qui est un peu violent, distant. C'est-à-dire un homme qui ne sait pas traiter la femme avec... Il estime que la femme n'a pas de mot à dire. La femme n'a pas le droit à la parole. Mais là n'est pas le problème dans ce foyer précis que nous avons défini. En fait, la deuxième épouse, Nafissa, c'est une femme qui est prête à tout. C'est une femme qui considère sa co-épouse comme une ennemie, comme une rivale dont il faut se débarrasser. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Il est allé voir un charlatan, voilà, pour faire, n'est-ce pas, répudier sa co-épouse, Yasmine en l'occurrence. Qui, elle, a plusieurs enfants pendant qu'elle ne peut pas enfanter. Voilà, elle ne peut pas enfanter, voilà un autre problème. Elle ne peut pas enfanter et elle trouve que Yasmine lui a volé sa place. Parce que dans un foyer polygamique, généralement, lorsqu'il y a une deuxième épouse, la première est plus ou moins... Un peu lésée. Lésée, rejetée. Et lorsqu'arrive maintenant une troisième, il se lie dans une amitié entre la troisième et la première. Parce que la première salue l'arrivée de la troisième, puisqu'elle estime que la troisième est venue prendre la place de la deuxième qui, elle aussi, avait pris la place de la première. C'est ainsi donc qu'il s'est lié une amitié entre Yasmine et sa fille. Voilà. Et maintenant, Nafissa est les seules
Et comme elle est une femme méchante, nous avons intitulé ce chapitre « Elles sont prédateurs ». Elle est allée voir le marabout et là on pose aussi le problème de certaines pratiques mystiques. Pour dire que dans un foyer polygamique, ce n'est pas seulement l'homme qui est problème, mais il y a aussi le comportement de certaines femmes qui n'acceptent pas. Je sais que c'est difficile pour une femme d'accepter la polygamie quand même. Bon, Nafisa qui est prédateur, elle a tout fait pour faire répudier, n'est-ce pas, sa rivale. Est-ce que finalement le foyer polygamique n'est pas déjà en lui-même un élément conflictogène? En quelque sorte, ça dépend du contexte. C'est pourquoi nous avons idéalisé un second foyer polygamique, qui est celui de M. Ibrahim et son élève, Yasmine. Nous avons décrit M. Ibrahim comme étant un homme doux, un homme respectueux, un homme modeste, qui parle à la femme avec douceur, un homme qui respecte la femme. Et nous avons aussi présenté sa femme, Habiba, qui elle aussi, parce elle a reçu, j'allais dire, une certaine éducation, accepte allègrement, facilement la venue d'une autre femme. Et c'est pour dire peut-être à mes sœurs que ce n'est pas la polygamie qui est mauvaise en tant que telle, mais c'est la façon dont on la pratique. Les femmes ne s'acceptent pas. Elles se considèrent comme des ennemis, comme des rivales, et l'homme aussi parfois ne respecte pas les principes même, qui régissent un foyer polygamique. Notamment l'équité dans la répartition de tout. Dans la répartition de tout. Du temps et tout ce qui va des moyens. Et mon problème même, c'est au niveau des violences. Violence physique, violence morale. Parce que nous avons constaté que dans ces foyers-là, les femmes sont plus ou moins violentées, que ce soit physiquement ou moralement. Et dans ces conditions, le foyer polygamique s'apparente, n'est-ce pas, à un univers quelque peu dantesque où la vie est plus ou moins morose. Voilà. Donc, le problème du foyer polygamique, ce n'est pas la polygamie en elle-même qui est mauvaise, mais nous posons donc le problème de sa pratique. Nous pensons que si chaque homme se comporte comme M. Ibrahim et chaque femme se comporte comme sa dame Habiba, le foyer polygamique peut devenir une prairie fleurie où tout est rose, où la vie peut être belle. À côté de la, on va dire de la répudiation de foyer polygamique quelque peu problématique parce que sa pratique fait problème, il y a aussi le niveau de considération des femmes. Les femmes qui n'ont pas le droit à la parole. Les femmes qu'on n'écoute pas souvent. La preuve, la dame répudiée se retrouve face à un père qui se montre totalement froid face à sa difficulté, qui exige toujours que cette dernière reparte dans son foyer, quelle que soit la difficulté. Parce qu'une répudiation est considérée comme un déshonneur pour la famille de la fille. Effectivement, la question de l'émancipation, j'allais dire, de la femme. Est-ce que la femme a droit à la parole? Est-ce que la femme doit avoir droit à la parole? Je me dis oui. La femme, un être humain futile du sexe féminin, a droit à la parole, puisque chacun de la nature même de l'être humain, c'est la liberté. Tout à fait. Voilà. Un être libre doit donc avoir des droits et aussi des devoirs. C'est pourquoi je me suis dit que le féminisme occidental, parfois, il faut s'en méfier, s'il faut parler ainsi. Le féminisme milite pour l'égalité du sexe. Mais en contexte africain, je suis, n'est-ce pas, de ceux qui pensent que même si la femme a tel ou tel statut dans la société, elle ne doit pas oublier qu'elle est d'abord une femme, une mère, et pour être une épouse aussi. Voilà, et pour être une bonne épouse, on doit se comporter comme une femme. Du moment où il y a l'égalité au sens propre du terme dans un foyer, moi je me dis qu'il n'y a plus mariage. Voilà, la femme a droit à la parole, elle doit parler, l'homme doit l'écouter, mais elle doit reconnaître sa place. Voilà. Elle ne doit pas se laisser berner, elle ne doit pas se laisser leurrer par le féminisme
Et peut-être les discours populistes aujourd'hui, que non, vraiment, moi je peux vivre sans homme, et ainsi de suite. Alors, ouais. C'est difficile pour une femme de vivre sans homme, là c'est clair, même si ces féministes-là font semblant d'être heureuses dans le célibat, mais toujours est-il que le bonheur de la femme, c'est dans un foyer. Oui. C'est-à-dire, c'est dans un foyer, c'est dans le mariage que la femme peut gagner, n'est-ce pas, le respect, la considération même de la société. Alors, à côté de cette autre thématique, il y a la scolarisation d'abord de la jeune fille. Et de manière plus générale, la scolarisation des jeunes aujourd'hui. Parce que dans certains contextes, on estime que la femme n'a pas besoin d'aller ou de mener de longues études. Et d'un autre côté, on se dit aujourd'hui, et ça je prends de manière plus générale, que l'école ne sert plus vraiment à grand chose dans la mesure où on peut avoir des diplômes et ne pas avoir un travail. Parce que l'éducation qu'on reçoit dans, je vais dire l'instruction qu'on reçoit dans les établissements scolaires, c'est de nature à nous préparer à être demain employés ou fonctionnaires. Est-ce que finalement la scolarisation aussi bien de la jeune fille que globalement des jeunes n'est pas à questionner? Bon, là je ne sais pas si vous posez le problème de notre système éducatif. D'abord d'un côté et puis celui de la jeune fille. La jeune fille, la scolarisation de la jeune fille. Voilà, dans certaines situations, on peut, n'est-ce pas, trouver une fille qui veut aller loin à l'école, mais il se trouve que ses parents s'y opposent. Oui. Et là, il y a un problème. Voilà, s'il y a une jeune fille qui aime l'école, qui veut aller plus loin, moi je me dis qu'il faut la laisser. Il faut la laisser, n'est-ce pas, réaliser ses rêves. Oui. Il faut la laisser aller le plus loin possible à l'école. Mais si on a une fille qui trouve qu'aller à l'école, aller loin à l'école n'est pas une bonne chose, bon, c'est son choix. C'est son choix. C'est sa liberté. Donc ça, si une jeune fille veut aller loin avec des études, il faut bien laisser cette dernière aller jusqu'au bout de son rêve. Effectivement. Et puis le système éducatif, parce qu'à l'intérieur de votre livre, vous présentez des situations terribles, c'est-à-dire que les jeunes ont des diplômes mais ne peuvent pas travailler. Effectivement. Parce que notre système éducatif, je ne sais pas s'il faut le remettre en question, mais on se rend compte que même si on fait peut-être 30 ans à l'école, quand on sort et on nous demande ce qu'on peut faire de concret, on aura des difficultés, n'est-ce pas, à répondre à cette question. On se rend compte que même si on a fait 30 ans à l'école, on ne sait que lire et écrire. Parce que justement, à l'époque, l'école avait pour but de former les cadres de l'administration. Et jusqu'au XXIe siècle, c'est le même système éducatif. Ce qui fait qu'on nous donne des diplômes plus ou moins théoriques. Et tout le monde a le seul recours, la fonction publique. Oui. Et on sait que dans certaines écoles, lorsqu'on lance tel ou tel concours, peut-être pour 10 places, on va voir peut-être près de 30 000 candidats. C'est pour prendre qui est qui. Ça, c'est un problème... C'est pas un peu complexe. Alors, puisque le générique de fin a déjà retenti, Yaya Youssoufa, pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre? En quelques mots. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Les larmes d'une répudiée? Bon, il faut lire cette œuvre parce que nous posons des problématiques actuelles. La question de la polygamie, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas contre le mariage polygamique, mais nous posons le problème de sa pratique. Voilà. Maintenant, on a abordé d'autres thèmes comme le chômage, comme vous l'avez dit, la question même de la scolarisation de la jeune fille, des jeunes Camerounais en général. Merci, Yaya Youssoufa. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Et le point littéraire se referme le grand livre avec à la mise en onde des cadrages vidéo Ulrich Kemwe, coordination éditoriale Jean-Patient Sala, coordination centrale Carole Prudence Tientieux, supervision générale, le pasteur Bissaï Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain. Eboy Lamé Mikado est déjà en studio. Bonsoir Eboy Lamé. Merci beaucoup à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vos panélistes. Alors ça s'achève évidemment.